La reine d'Angleterre, depuis 60 ans, règne sur 16 États souverains, c'est-à-dire un total de 2 milliards de sujets. Elle fête son jubilé de diamant en 2012. What Queen symbolizes, not just to Great Britain, but to the entire Commonwealth and obviously the entire world, is the best of England. Dans toute l'histoire, aucun chef d'État n'a autant voyagé. Et elle s'est entretenue avec tous les leaders mondiaux depuis 1952. Elle a rencontré tous les présidents des États-Unis depuis le président Truman. Il serait impensable d'imaginer qu'un homme politique fasse en une vie autant que ce qu'elle a fait parfois en une semaine. Elle a été témoin de la fin du communisme, de la construction et de la chute du mur de Berlin, de la fin de l'apartheid et de tous les événements majeurs des 50 dernières années. Elle est la force de notre démocratie, la force de notre pays. Si glamour dans sa jeunesse, si dévouée à sa fonction à la cinquantaine. Aujourd'hui, c'est une figure exemplaire pour le monde entier. On ne peut sous-estimer le rôle diplomatique que la reine a joué dans le maintien de l'intégrité du Commonwealth et de la Grande-Bretagne, ni sa capacité à conseiller les 13 premiers ministres qu'elle a désignés. Nous allons vous révéler l'influence unique qu'elle a exercée au cours de sa vie. Élisabeth, la reine diplomate. La reine est le diplomate numéro 1 de la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que depuis 59 ans, elle lit tous les télégrammes du ministère des Affaires étrangères, les rapports du renseignement, les dépêches. Elle est une sorte de ministre royal des Affaires étrangères. Grâce à tous ses contacts, elle en sait plus que le ministre. Elle est la maîtresse de la diplomatie. Elle a été couronnée il y a presque 60 ans. Presque 60 ans. Le plus long règne de tous les monarques du monde. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. La reine Élisabeth a tenu sa promesse. À 85 ans, elle travaille toujours pour le bien de ses sujets. Aujourd'hui, elle reçoit à Buckingham Palace l'homme le plus puissant du monde et son épouse, en visite d'État au Royaume-Uni. Obama, même s'il est président depuis 2 ans, n'a rien perdu de la magie associée à son nom. Pour la visite du président Obama, il n'a pas eu droit pour des raisons de sécurité à l'accueil cérémonial à l'entrée principale du palais de Buckingham. La cérémonie a eu lieu dans les jardins du palais. Le mot d'ordre était, pour la visite d'État d'Obama, sécurité. Ils l'ont autorisé, pour la première fois de l'histoire, à faire atterrir et à stationner l'hélicoptère présidentiel sur la pelouse, à l'arrière de Buckingham Palace. D'habitude, on ne le fait pas. Le couple Obama a également présenté certaines requêtes, ou plutôt des exigences. Ils n'étaient pas contents parce que les fenêtres de la suite belge, où le couple résidait, n'étaient pas aussi robustes que souhaité. Alors, ils ont apporté leurs fenêtres des États-Unis et les ont fait installer, des fenêtres blindées. La reine a dit, si c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Le soir même, la reine organisait un dîner d'État pour le couple Obama et pour une sélection de personnalités officielles. Ladies and gentlemen, we are here to celebrate the tried, tested, and yes, special relationship between our two countries. I therefore ask you now to join me in raising your glasses to the health of President and Mrs. Obama. Le jour suivant, le cortège du président Obama quittait Buckingham Palace pour se rendre au Parlement.
C'était incroyable. En Grande-Bretagne, nous n'avions jamais rien vu de pareil. Presque 1 millier de personnes l'accompagnaient, dont 200 agents des services secrets. C'était véritablement irréel. Le président est devenu le premier leader américain à avoir l'honneur de s'adresser aux deux chambres du Parlement, celle des Lords et celle des communes. Ladies and gentlemen, the President of the United States of America, Barack Obama. That it's possible for the sons and daughters of former colonies to sit here as members of this great parliament, and for the grandson of a Kenyan who served as a cook in the British Army to stand before you as President of the United States. La tradition veut que l'hôte de la reine invite son hôtesse royale à dîner à la fin de son séjour. Cette courtoisie réciproque vaut également pour les voyages de la reine aux États-Unis. La première visite d'État de la reine Élisabeth a eu lieu en 1957, alors qu'elle n'avait que 31 ans. Malgré son jeune âge, son discours dans cette ancienne colonie était plein d'assurance. On the maintenance of understanding between us, the future of the free world depends. It was Laura Broadway that supplied the ticker tape snowstorm. L'accueil qu'elle a reçu à New York fut simplement délirant. And there were memories of those wonderful gowns, such as this one of satin embroidered with leaves and berries and pearls for the President's state dinner. Le président Eisenhower et son épouse ont reçu la reine et le prince Philippe avec une grande courtoisie. 4 ans plus tard, à l'aube des années 60, le successeur d'Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, et son épouse Jackie se sont rendus au Royaume-Uni en visite privée. À Londres, on n'aurait pas pu imaginer un nouveau couple présidentiel aussi différent. Le président Kennedy était pour le peuple britannique un sujet d'intérêt intense, d'autant plus avec Jackie à son bras. Mais il y avait autre chose. La relation anglo-américaine était en réalité plutôt mauvaise depuis 1945. Il y avait eu une énorme dispute tout de suite après la guerre à propos d'argent. Nous en devions beaucoup aux Américains. Et puis il y avait eu l'affaire de Suez. Avec l'arrivée de Kennedy, les gens ont pensé qu'on pouvait tourner la page. Il s'est donc produit un renouveau dans les relations anglo-américaines et une fascination populaire pour ce couple très glamour. Un autre couple glamour allait venir voir la reine. L'ex-star d'Hollywood Ronald Reagan et son épouse Nancy. Ils se sont rendus au Royaume-Uni en 1982 pour un voyage officiel et ont accepté l'invitation royale. Ronald Reagan s'est rendu au château de Windsor, parce que d'habitude on a le choix entre Buckingham Palace ou le château de Windsor. Mais le président Reagan préférait ce lieu pour monter à cheval, comme la reine. Même s'il est très important que la reine s'entende avec les chefs d'État en visite, elle s'attache aussi à établir de bonnes relations avec leurs épouses. On se souvient de Nancy parce qu'elle et la reine avaient l'air d'avoir des affinités et de très bien s'entendre. L'épouse d'un autre président, Madame Pompidou, se souvient affectueusement de la visite de la reine à Paris en 1972. Je l'admire et en même temps, j'ai comme une sorte de petite affection, si je peux me permettre, parce que quelquefois ça arrive entre les gens, même si on ne se dit rien de spécial, il y a une sorte de communication. La reine a aussi trouvé des terrains d'entente avec la nouvelle génération d'épouses de présidents. Malgré l'écart de génération, on voit bien que c'est le cas avec Michelle Obama lorsqu'elle a mis la main sur l'épaule de la reine en 2009, quand ils ont été à Buckingham Palace pour la première fois. Ce fut un moment clé. Cela a créé un pont non seulement entre l'Amérique et la Grande-Bretagne, mais aussi entre les générations et peut-être même culturellement. L'épouse du premier président américain noir rencontre la reine et lui met la main sur l'épaule dans un esprit d'union. Je crois que cela a été très bien perçu.
La visite d'État est le plus grand compliment diplomatique que nous pouvons faire à un autre pays. On porte une attention très particulière à qui l'on invite. Quand le président Sarkozy est venu en visite d'État au Royaume-Uni avec son épouse Carla Bruni, en tant qu'invité de la reine, on se demandait comment ça allait se passer avec la reine. Elles se sont tout de suite très bien entendues. Le château de Windsor, château de contes de fées, le plus ancien au monde encore en activité. Le banquet a eu lieu dans le hall Saint-Georges, l'une de ses 1500 pièces. Les banquets d'État à Windsor sont très complexes. Les malheureux qui ont adressé la table doivent vraiment tout faire, à commencer par polir la table. Et ils le font avec des patins pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces. La reine sort des coffres une formidable collection de vermeil, d'argenterie et d'objets merveilleux. Chaque pièce, comme les assiettes, sera lavée, rincée et essuyée à la main. Nous avons une longueur de baguette officielle du dos de la chaise à la table. Le moindre élément est vérifié par la reine. La table d'acajou mesure 52 mètres de long et accueille 160 invités. Il faut 2 jours pour la dresser. Les banquets d'État sont toujours un cauchemar. Dans les cuisines royales, c'est le grand rush de l'année. Les chefs travaillent sans arrêt de 6 h du matin à 11 h du soir. Beaucoup de chefs, quand ils cuisinent pour une personne importante, se disent « ça, c'est son assiette ». Mais dans les cuisines du palais, l'assiette de la reine n'est pas identifiée. Donc, ça signifie que les chefs sont sous pression pour que chaque assiette soit parfaite. Il va falloir que tu te tiennes là. C'est une organisation de type militaire. L'intendant du palais se tient derrière Sa Majesté. Il y a un plat de poisson, un plat principal, un dessert. La lumière rouge, ça veut dire qu'une fois que vous avez les assiettes pleines, vous vous tenez en ligne derrière votre position pour servir. Et quand ça me va, je fais passer la lumière au vert. Et tout le monde sert en même temps. Dès que la reine pose ses couverts, il presse le bouton et le feu passe au vert. Ça indique aux valets de pied qu'ils peuvent entrer et commencer à débarrasser les assiettes. Même si vous n'avez pas fini. À partir du moment où Sa Majesté a fini, vous avez fini aussi. Le plat est terminé. Monsieur le Président, close as neighbors, closer as partners, growing closer still as friends, our nations have much to celebrate. I wish you and Madame Sarkozy a happy visit to this country. Thank you very much. Après cette visite, la reine et Carla Bruni semblaient extrêmement bien s'entendre. Et depuis, elles se sont écrites. Et je veux vous dire, madame, nous n'oublierons pas cette visite. Il n'est pas surprenant que Sarkozy et Carla Bruni aient été reçus. Ça avait beaucoup de cachet. On allait sûrement en parler dans les journaux. L'accueil qui leur a été réservé au château de Windsor a été imposant. On a déployé tous les fastes et cela donne une très bonne image. La Grande-Bretagne manie la pompe et l'apparat mieux qu'aucun autre pays. Elle sait réunir tous les signes et les instruments d'État. Vous avez la cavalerie de la garde royale, tous ces carrosses d'un autre temps. On a cet homme politique qui est habitué à se déplacer en voiture et tout à coup, il monte dans le carrosse enchanté de Cendrillon. Et il y a tous ces soldats extraordinaires, ces fanfares. C'est vraiment un spectacle qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est majestueux. En comptant la visite de Sarkozy en 2008, il y a eu 5 visites d'État officielles de présidents français en Grande-Bretagne. Et la reine a été reçue 4 fois à Paris. En tant que ministre des Affaires étrangères en charge au cours de ces visites d'État, on acquiert un certain flair pour reconnaître celles qui font plaisir à la reine et celles qui ne sont qu'une question de devoir. Pour les visites en France, on avait toujours l'impression que ça allait être amusant. C'était le début de la visite de 4 jours de la reine en France. Le président Coty a reçu ses visiteurs royaux. Cet accueil symbolise l'amitié chaleureuse entre les deux pays dont ils sont les chefs d'État.
L'année suivante, j'ai convaincu ma mère de me faire rater l'école pour voir le défilé d'État du général de Gaulle, celui au cours duquel il s'est levé dans son carrosse pour saluer au passage les bureaux dans lesquels il avait travaillé pendant la guerre. Le président de Gaulle arrive à Buckingham Palace. Malgré sa visite triomphale, le président de Gaulle a refusé 2 fois la candidature d'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, arguant que l'étroitesse de ses liens avec les États-Unis était un obstacle. Il fallut 8 années de plus et un nouveau président français pour que la Grande-Bretagne soit acceptée. En 1976, le président Valéry Giscard d'Estaing s'est rendu au Royaume-Uni juste après un référendum national sur la question du maintien de la Grande-Bretagne en Europe. Les Britanniques avaient largement voté pour. C'était la première fois qu'il y avait un président de la République française qui venait depuis de Gaulle. En effet, la situation avait été un petit peu tendue parce qu'il y avait eu le débat sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne avec les positions britanniques que vous connaissez. Mais l'opposition française à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la zone euro n'était pas le seul facteur négatif. Il faisait très chaud. C'était l'année record de la chaleur à Londres. Alors on est arrivé, on a fait le trajet en calèche jusqu'à Buckingham Palace. Et c'était un jour joyeux, parce qu'il faisait beau, parce qu'il y avait un tout petit peu de vent, parce que tout le monde était très élégant. La reine était très élégante, le prince Philippe était très élégant aussi, nous pas trop mal, du moins j'espère. Dans le jardin de Buckingham Palace, quelque chose a attiré l'attention du président Giscard d'Estaing. La reine avait à l'époque un chien, une chienne plutôt, qui s'appelait Pipit, qui était je crois très connue en Angleterre, qui était une chienne labrador noire. Elle avait une portée quelque temps avant, et elle m'a donné un de ses chiens. Je serais content d'avoir un chien. Plus tard, il y a eu des rencontres intéressantes, avec Mitterrand bien sûr, au moment de l'ouverture du tunnel sous la Manche. Ils se sont rencontrés pour l'inauguration. Le président Chirac, lui, a été invité à Londres en 1996. L'une des fonctions d'une visite d'État est de refléter l'amitié entre 2 nations. Et bien entendu, cela prend encore plus d'ampleur si les 2 nations se sont fait la guerre dans le passé. Pour la première fois en 50 ans, un chef d'État allemand rend visite à la Grande-Bretagne. La reine et le prince Philippe attendent à la gare Victoria le président de la République fédérale d'Allemagne, M. Theodor Heuss. Aujourd'hui, l'invité d'honneur de la reine est un homme doux et discret de 74 ans. Qui peut dire ce qu'il pense en ce moment historique? Il a certainement en tête la boue et la misère des tranchées. Hitler et le rêve brisé d'une Allemagne démocratique. 1939 et la Seconde Guerre mondiale et les 50 millions de personnes massacrées. Il pense sûrement au temps nouveau afin de construire une Allemagne nouvelle. En 1965, la reine Elisabeth est devenue le premier monarque britannique à revenir en Allemagne depuis 52 ans. La visite était présentée comme l'occasion de voir ses nombreux cousins allemands. Elle est aussi allée à Berlin-Ouest et on l'a emmenée voir le mur qui divisait la ville. « 27 ans plus tard, en 1992, elle a rendu visite à l'Allemagne fraîchement unifiée et a déposé une gerbe de fleurs à la porte de Brandebourg, en l'honneur des Berlinois de l'Est morts en essayant de passer le mur vers la liberté à l'Ouest. L'homme qui restera dans l'histoire comme le responsable de la réunification de l'Allemagne et de la fin du communisme dans l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, a été accueilli au Royaume-Uni en avril 1989. En 1989, il a organisé la mise en place des premières élections libres sur le territoire russe. L'Union soviétique a disparu le jour de Noël 1991. Nous n'avions plus affaire à l'Union soviétique, mais à la Fédération de Russie. Le communisme avait disparu et la relation consultative avait été remplacée par un partenariat.
Gorbatchev a décidé d'accorder la liberté au peuple d'Europe de l'Est, de ne pas faire intervenir les forces de l'ordre soviétiques pour écraser l'expression du peuple, quand les Polonais, les Hongrois, les Tchèques et, très significatif, les Allemands de l'Est, ont décidé de se débarrasser de leurs dirigeants communistes. C'était une décision tout à fait fondamentale, et je pense qu'on lui doit un respect immense pour ça. Gorbatchev a payé cher pour avoir mis fin à la guerre froide. Après un coup d'État manqué en 1991 par des extrémistes opposés à sa politique, il a donné sa démission et a été remplacé par Boris Eltsine, qui a invité la reine à Moscou en 1994. C'est le voyage que la reine n'aurait jamais imaginé faire. Tant que les communistes étaient au pouvoir, elle ne pouvait poser un pied en Russie. Mais les changements qui ont eu lieu ici ont fait de cette visite la plus importante de son règne. La première étape était au Kremlin, qui fut le centre d'un gouvernement révolutionnaire qui a assassiné une dynastie parente, renversé la monarchie et tenté de dominer le monde par la force. En venant ici, elle a fait de tout cela un simple épisode dans le long passé de la Russie. Bien entendu, c'est la première fois qu'un souverain britannique pose le pied sur le sol russe dans toute l'histoire de ces deux nations. Et c'est peut-être quelque chose que la reine n'aurait jamais pensé possible de son vivant. J'ai eu la chance de voir la très formelle rencontre entre la reine et le président Eltsine au Kremlin. C'était vraiment très guindé. La reine est entrée à une extrémité de ce très long hall et le président Eltsine à l'autre. Et ils se sont rejoints pour les hymnes nationaux. Le président russe Boris Eltsine a attendu la reine au cœur de la splendeur impériale du hall Saint-Georges, dans le grand palais du Kremlin. Monsieur Eltsine est un homme politique habile qui a renoncé à son passé communiste pour devenir le premier leader de l'histoire russe à être élu. Il a déclaré que cette rencontre était d'une exceptionnelle importance, un signe du retour de la Russie à une respectabilité internationale après son rejet du communisme. La première obligation de la reine fut d'aller au ballet du Bolchoï. Dans ce théâtre digne d'un tsar, son hôte souhaitait qu'elle ait l'air d'une reine, ce qu'elle a fait de bon gré en portant un diadème. Son entrée dans la loge du tsar a soulevé un tonnerre d'applaudissements. La reine est le chef d'État le plus célèbre du monde et l'impact de sa visite sur le peuple russe, les gens devant leur poste, les gens qui lisaient leur journal, a été immense. J'espère que les Anglais, en voyant comment les gens, des millions de gens à l'étranger considèrent notre reine et notre monarchie, feront un petit effort et se rendront compte de l'importance de la monarchie dans notre pays. Le voyage de la reine incluait Saint-Pétersbourg et elle a déposé une gerbe au pied du monument pour les 600 000 personnes qui sont mortes de faim pendant le siège de la ville au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le président Eltsine est descendu voir la reine à Saint-Pétersbourg, accompagné de sa garde d'honneur spéciale. En partant, il lui a fait le baisement. C'était comme s'il s'était fait une nouvelle amie. En réalité, il ne la reverra jamais. Pour remercier le peuple russe de son hospitalité et lui dire adieu, la reine a reçu ses hôtes sur le yacht Royal Britannia avant son départ. Le Britannia est la 3e résidence officielle de Sa Majesté depuis son inauguration en 1953. I name the ship Britannia. I wish success to all who sail in her. Le yacht royal était autonome. La reine a pu parcourir le monde à son bord. Sir Robert Woodard a été l'amiral commandant le Britannia pendant 5 ans. Il avait 21 officiers sous ses ordres, un équipage de 256 hommes et 26 musiciens. C'était un bateau merveilleux. Il avait une importance exceptionnelle dans la vie de Sa Majesté et pour le pays. Britannia was rather special as far as we were concerned because all the other places we live in have been built by predecessors. They started building Windsor, whatever it was, 1,000 years ago.
And they built Balmoral 100 years ago, and they built Sandring, whatever it is, 70 years ago, 90 years ago. And so we, in a sense, had our own. And for us, it was rather special because we were involved from the very beginning in organizing the design and furnishing and equipping and hanging the pictures and everything else. Dès le début, il a été décidé qu'ils essaieraient d'y créer un espace aussi paisible que possible pour la reine et les membres de la famille royale. Ils ont donc mis au point un système de transmission des ordres qui, au lieu d'être criés et relayés par porte-voix, comme sur les autres navires de la marine royale, sont transmis par signaux manuels. Et tous les marins et officiers à bord portent des chaussures à semelles souples pour que tout soit très silencieux. Le calme et la tranquillité à bord ont de l'importance pour la reine, car elle travaille beaucoup dans son bureau flottant. Elle est tenue au courant des affaires d'État et se tient toujours prête en cas de besoin. Après 2 ans de règne, elle a embarqué avec le prince Philippe pour une tournée du Commonwealth de 6 mois, soit plus de 61 000 kilomètres. Le port de Sydney était en vue. Une formidable réception de plus attendait la reine de l'Australie, l'un des jeunes pays les plus vigoureux du Commonwealth, un empire uni par la reine elle-même qui domine le cœur des hommes. L'Australie et la Nouvelle-Zélande furent des visites marquantes. Les 3/4 de la population se sont déplacés pour les voir. La reine prend son rôle de chef du Commonwealth extrêmement au sérieux. Elle est consciente que toute cette époque du colonialisme, la sale époque de l'impérialisme comme la plupart des gens la considèrent, est terminée, mais qu'il y avait des éléments positifs qui pouvaient être sauvés dans la relation de la Grande-Bretagne avec ces pays. Quand la famille royale se rend dans d'autres pays, elle organise souvent à bord des événements pour que les hommes d'affaires britanniques rencontrent les personnalités locales. J'ai fait la connaissance d'un homme qui était PDG de l'entreprise Boeing. Il m'a dit « Je suis invité à ces fêtes tous les jours de la semaine ». Ça ne m'intéressait pas. Mais ma femme est entrée dans mon bureau un jour et elle a vu le carton d'invitation qui disait « Sa Majesté la Reine vous invite à une réception à bord du Britannia ». Elle m'a dit « Il n'y a rien au monde qui nous fera rater l'occasion d'aller sur ce yacht royal et de voir la reine ». Et il m'a dit, j'y suis allé et j'y ai rencontré mon homologue, le président de Rolls-Royce en Grande-Bretagne. Et nous avons signé un contrat de 200 millions de dollars. Ça résume tout. Elle représente la nation à l'étranger, pas le gouvernement, mais la nation. Ce sont des fonctions très importantes et plutôt difficiles. Elle doit honorer quelque chose comme 200 obligations par an, en Angleterre et à l'étranger. Le Britannia a rendu de grands services à la reine. Il était équipé de manière impressionnante pour montrer le meilleur de la Grande-Bretagne. Il transportait l'une des 5 Rolls-Royce de la collection royale et une cuisine pouvant servir des dîners pour 96 personnes. Le président Reagan est le premier président pour lequel j'ai cuisiné. Et le président Ford, ils sont venus à Miami. Il y avait une flottille énorme de petits bateaux qui faisaient beaucoup de bruit et qui nous suivaient à l'arrivée dans le port de Miami. Et nous étions dans la cuisine royale en train de préparer un banquet immense. Nous avons commencé avec ce qu'on appelle des œufs drumkilbo, un beau homard avec des crevettes, des œufs et des tomates liées avec une mayonnaise et un peu de gelée de xérès sur le dessus. Ensuite, pour l'entrée, nous avons fait un agneau fourré de mousse de poulet. C'est un plat qui date de l'époque de la reine Victoria. Ensuite, bien sûr, le soufflé froid au citron, un plat fabuleux, délicieux et léger. Il faisait tellement chaud à Miami à cette époque de l'année. C'était tout bonnement incroyable. On était fiers d'être britanniques, fiers de servir notre reine. En tant que chef, on ne fait pas mieux. Après le dîner, ils étaient tous invités sur le pont. Puis sur le quai, les fanfares de la marine ont joué Beat Retreat. Et le président Reagan a dit « Je viens d'Hollywood, la capitale mondiale du divertissement. Mais ça, c'est bien plus fort. » C'était extrêmement important d'avoir la fanfare à bord. Un voyage en Afrique du Sud, ancienne colonie britannique, a été l'occasion d'un autre banquet significatif à bord du Britannia. L'invité d'honneur était Nelson Mandela. You have rounded off quite splendidly what has been one of the outstanding experiences of my life. Faith can move mountains. Faith
can recreate a nation. La reine a invité le président Mandela pour une visite d'État en Grande-Bretagne l'année suivante, en 1996. Quand Nelson Mandela est venu, ils ont complètement changé les traditions habituelles pour lui être agréable. La reine apprécie infiniment le président Mandela et il y a un réel respect entre eux. Comme il aimait manger très tôt, le banquet d'État a été avancé à 18 h, ce qui ne s'est presque jamais vu. You have yourself provided the leadership, and by your willingness to embrace your former captors, have set the course towards national reconciliation and freedom for all the people of South Africa. La visite de Mandela a été différente de presque toutes les autres, parce qu'il n'était pas seulement chef d'État, c'était un héros international, et tout le monde voulait le voir. Nous voulions lui montrer Londres, donc nous sommes allés à Brixton. L'emploi du temps a été chamboulé, nous prenions de plus en plus de retard. Nous sommes allés à la Maison des Jeunes avec la fille de Mandela, le prince de Galles, tout l'entourage, et c'était merveilleux. Il y avait 1 millier d'enfants qui dansaient et chantaient, fantastique, et tous leurs parents et familles étaient là. It is literally the fulfillment of a dream that I've been able to visit this place. Certains invités d'État de la reine ne sont pas aussi populaires que Mandela. La visite de l'empereur Akihito du Japon a réveillé les mauvais souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Pendant que l'empereur était accueilli en grande pompe, non loin du Mall, des centaines de vétérans de la Seconde Guerre mondiale se préparaient à manifester pour rappeler les périodes les plus noires des atrocités japonaises en Extrême-Orient. Au passage du carrosse sur le Mall, la reine et lui-même ont dû subir le spectacle des vétérans qui tournaient le dos au défilé royal, sifflant et huant pour insulter délibérément la reine et l'empereur au moment où ils passaient devant eux. À un moment, un drapeau japonais a été brûlé. Mais globalement, cela a été une manifestation digne, menée par des gens qui avaient enduré tant de souffrances dans les camps de travail en Asie pendant la guerre. L'après-midi même, l'empereur a déposé une gerbe à l'abbaye de Westminster sur la tombe du soldat inconnu, rendant encore plus évidente l'émotion qui accompagne encore cette visite. Autre visite impopulaire, plus récente, celle de Ceausescu, que même son propre peuple haïssait. Mais le but de ces visites d'État organisées par le ministère des Affaires étrangères était d'arranger les choses avec la Roumanie. Ceausescu se voit offrir une visite d'État en tant qu'invité de la reine. Il mène une politique nationale drastique d'industrialisation et les négociations commerciales porteront entre autres sur un marché de 200 millions de livres avec l'aérospatiale britannique pour la construction d'avions BAC 111. Il a été très peu aimable et la reine a été contente de le voir repartir. Autre visiteur peu apprécié du public, George Bush Jr. Le président Bush a été accueilli avec tout le cérémonial que la reine puisse offrir à un chef d'État en visite. Pas n'importe quel chef d'État, mais comme il le dit lui-même, le président est l'ami de la Grande-Bretagne. Plusieurs régiments de cavalerie de la reine lui ont rendu les honneurs avant qu'elle ne présente au président américain le Premier ministre Tony Blair, avec lequel il est pourtant parti en guerre. Curieuse formalité imposée par le protocole de cette visite. On peut comprendre pourquoi George Bush a été invité. Nous étions ensemble en guerre en Irak, ça semblait approprié. Je pense aussi que cette visite avait été planifiée bien avant que l'on se rende compte de l'intense impopularité de la guerre et de ce pauvre George Bush. Les manifestations ont déjà commencé. Celle-ci, calme et plutôt réduite, a été maintenue si loin du palais que les invités n'en auront sûrement rien entendu. C'était la première fois que la reine accueillait quelqu'un sous un pavillon installé devant Buckingham Palace. Ce soir, la reine a conduit son premier invité d'État américain dans la grande salle de bal inaugurée à l'origine pour célébrer la fin d'une guerre, celle de Crimée, en 1856. Unlike in the United States, the British head of state is not limited to 2 terms of 4 years. La Grande-Bretagne et l'Amérique, dit-elle, sont de vrais amis. Like all special friends, we can talk frankly and we can disagree from time to time.
Puis son unique sortie, quelques centaines de mètres dans un convoi blindé, pour prononcer un discours provoquant sur l'Irak. Our job is to secure our homelands and chase down these killers and bring them to justice. And we're making good progress with Al-Qaeda. Their case is that we are in Iraq to suppress Muslims, steal their oil, to spoil the country. Now, we know, you know, that all those things are lies. Monsieur Bush, de manière quelque peu surprenante au vu des circonstances, a affirmé avoir apprécié son séjour. Au début du nouveau millénaire, en 2003, les Russes aussi ont été invités. Boris Eltsine avait cédé la place à Vladimir Poutine, qui a eu l'honneur d'être le premier président russe en 114 ans à être l'hôte d'une visite d'État en Grande-Bretagne. Nous voulions aider de notre mieux la Russie à s'établir en tant que démocratie, en tant que nation de libre-échange, à devenir une nation plus prospère et plus harmonieuse. Organiser le voyage du président Poutine n'a pas été chose facile. En Russie, tout est fait à la dernière minute et il est bien connu que le Kremlin n'aime pas fixer des mois à l'avance le moment où le président se rendra à tel ou tel endroit. Alors, quand j'étais ambassadeur à Moscou, j'étais terriblement mis sous pression par Buckingham Palace, qui voulait avoir tous les détails. Ça, c'était en janvier de l'année où le président Poutine est venu en été. J'essayais de leur expliquer. Aucun pouvoir sur Terre ne pourra arracher au Kremlin le moindre détail, parce qu'ils ne seront fixés qu'à la dernière minute. Et j'ai bien peur que vous deviez vous en arranger. Mr. President, those of my generation in Britain have special cause to remember the unimaginable sacrifice the Russian people made to defeat fascism in the Second World War. Nothing, not even the fact that our countries became estranged in the war's aftermath, has ever dimmed our memory of the scale of your loss. La tension autour de la visite était en partie culturelle, parce que les Russes n'étaient pas habitués à un tel niveau de protocole. Le président Poutine n'était pas très à l'aise avec le protocole. Il faut bien se rappeler qu'il vient d'un milieu plutôt humble de l'Union soviétique, alors il n'aime pas l'idée d'avoir à porter le genre de costume qui ne se porte pas en Russie, comme par exemple l'habit qui se porte au banquet. Il n'était pas à l'aise en habit. Buckingham Palace, résidence royale la plus utilisée pour les banquets d'État. Ses salons opulents offrent un décor magnifique. Le banquet se tient dans la grande salle de bal. Une part très importante de la diplomatie entourant une visite d'État est sa mise en scène. Notre façon d'organiser nos visites d'État implique certains incontournables. L'événement clé est le banquet d'État. À la fin du premier jour et dans la splendeur de Buckingham Palace ou du château de Windsor, la reine reçoit son invité avec autant d'autres personnalités que la salle peut en contenir. Le banquet en lui-même a été mené avec une précision toute militaire, de manière agréable, discrète, mais impeccable. La façon de servir le vin, tout était fait comme dans une manœuvre militaire. Le cauchemar aurait été de renverser un verre de vin. Évidemment, dans tout banquet, le vin est l'élément le plus crucial. Et la reine a confié la responsabilité de s'occuper de tout ce qui a trait au vin à un Français extrêmement compétent. Nous avons du champagne pour le toast, ce sera un Paul Roger, puis nous aurons un Chassagne-Montrachet, les Masures, qui accompagnera l'entrée. Le Chassagne-Montrachet est le roi des Bourgognes. Pour le plat principal du bœuf, nous avons choisi le Château Léoville Poix-Ferré 1990. Et pour le dessert, un très bon Krug 1982, et cette fois c'est un Magnum. À la fin du dîner, la tradition veut que les soldats écossais viennent défiler autour de la table du hall Saint-Georges avec des cornemuses. Il est très rare qu'il y ait une réception après le dîner, parce que la reine considère que l'après-dîner est l'occasion pour les invités de rencontrer le visiteur et de bavarder entre eux.
Ça fourmille littéralement et l'on voit de tout. Des ambassadeurs, des chefs d'État, une grande partie du Conseil des ministres, de l'opposition, une poignée de stars. Tout le monde bavarde, tous les personnages importants font des affaires et il se passe beaucoup de choses dans tous les recoins des salons. Lors de son inauguration en 1856, la grande salle de bal était la pièce la plus coûteuse qui ait jamais été construite. Son coût représenterait 25 millions de livres actuels. Cette splendeur n'est pas anodine. La famille royale est la marque la plus puissante du monde. Quand la reine ou d'autres membres importants de la famille royale vont à l'étranger en visite officielle, l'impact est vraiment extraordinaire, que ce soit en termes de marketing politique ou de publicité pour les produits, les marchandises et les services britanniques. C'est un aspect de l'action diplomatique britannique. Nous ne pouvons plus nous offrir trop d'avions ni de porte-avions. Nous nous projetons dans le monde différemment. La famille royale est l'un de nos moyens de le faire. There is a symbolism in the events of such a visit that defies analysis, but which has a way of reaching the hearts of people far and wide. L'apparence de la reine est en permanence l'objet d'une grande attention, car elle doit toujours faire bonne impression dans les nombreux pays qu'elle visite. Si c'est une visite à l'étranger, on nous dit généralement où cela va se passer. Et nous devons tenir compte du climat local. Si c'était au Moyen-Orient, disons, la tenue doit être plus opulente. Pour un banquet d'État dans ces pays, par exemple, elle porte toujours un diadème et un joyau majeur autour du cou. Elle porte normalement des gants, des bracelets. Tout ce scintillement est approprié pour un déjeuner au Moyen-Orient, mais ne le serait pas ici. La reine porte toujours ses plus beaux vêtements, parce qu'elle est toujours en train de travailler. Des garde-robes immenses accompagnent chaque tournée, avec toutes les tenues, les chaussures qui vont avec, les sacs, les chapeaux. Souvent, il y aura deux chapeaux, un s'il fait du vent, l'autre avec un bord plus large, pour qu'elle se protège du soleil s'il fait beau. Au cours de son règne, les tenues de la reine ont toujours attiré l'attention de la presse et du public. Elle est restée fidèle à un petit nombre de créateurs de mode. Quand elle est devenue reine, elle faisait principalement appel à deux créateurs, Norman Hartnell et Hardy Amies. Norman Hartnell était celui qui lui faisait ses grandes robes du soir, magnifiques, corsetées, avec des volants et sans bretelles. Les tenues de la reine ont continué à retenir l'attention au fil des années et des nombreux voyages qu'elle a pu faire dans le monde. Tout au long de son règne, la reine a toujours voyagé dans l'intérêt de la Grande-Bretagne. Pendant la tournée de son jubilé d'argent, en 1977, elle a visité tous les coins du Commonwealth, parcourant 90 000 kilomètres. Au fil des années, Sa Majesté s'est rendue plus de 200 fois dans les anciennes colonies. Elle a un petit faible pour l'Australie et le Canada. Elle est toujours reine du Canada. C'est encore l'un de ses dominions. Sa popularité rendrait jaloux n'importe quel homme politique. Les transformations politiques et économiques mondiales l'ont amenée à rendre visite à la Chine communiste en 1986. À voir ses chaussures confortables, on savait qu'elle allait prendre cette visite très au sérieux et essayer de tirer le maximum des 40 minutes qui lui étaient accordées. Puis, elle a découvert ce que les autres touristes découvrent. La descente est plus dure que la remontée. Le voyage symbolisait la part grandissante du marché chinois. Il a été suivi d'une visite d'État du président Jiang Zemin en 1999, puis de Hu Jintao en 2005. Les dirigeants communistes avaient rejoint et intégré le capitalisme, dans certaines limites. Mais leur politique intérieure avait des opposants. Nous voulons qu'on nous rende notre pays, notre indépendance, nos droits de l'homme. Notre relation avec la Chine, qui est aujourd'hui une puissance mondiale infiniment importante, en passe de devenir un super-pouvoir, aurait pu être gâchée par les résultats désastreux des Chinois en ce qui concerne les droits de l'homme. Mais en fait, la reine a calmé les esprits, ce qu'elle a fait un grand nombre de fois, bien qu'elle ne l'ait pas particulièrement voulu.
Le pouvoir politique toujours plus grand de la Chine a également joué un rôle lors du dernier voyage officiel du Britannia en 1997, à l'occasion du retour de Hong Kong, colonie britannique depuis 1842, à la Chine. Ce territoire, annexé en d'autres temps et de manière non justifiée, mais plus britannique. China will tonight take responsibility for a place and a people which matter greatly to us all. Alors que ce soir on notait des portes de la maison du gouvernement les derniers signes du colonialisme, le dernier gouverneur de Hong Kong, Chris Patten, était déjà en route pour le Britannia en compagnie du prince Charles. La Grande-Bretagne venait de quitter sa dernière colonie majeure. Le gouvernement avait décidé que le Britannia, construit à l'époque de l'Empire, avec ses moteurs à vapeur, n'était plus rentable économiquement. Pendant ses 44 années de service royal, le Britannia a parcouru plus d'1,5 million de kilomètres lors de ses 273 voyages dans le Commonwealth et ses 696 voyages à l'étranger. C'était un bateau merveilleux et de mon point de vue, c'était une mauvaise décision de le réformer. C'était un bastion de la liberté, des valeurs et de la sécurité. Le monarque est un symbole très puissant d'unité nationale. Qui plus est, elle est la conseillère du Premier ministre. Elle est son patron en quelque sorte. Quand vous êtes Premier ministre, vous portez un fardeau énorme. Les personnes à qui vous pouvez parler de ce fardeau sont très rares, mais chaque semaine, vous avez un entretien avec la reine, qui a eu affaire à de nombreux premiers ministres depuis 60 ans et qui sait ce qui se passe dans le monde. Donc vous pouvez tout dire à ce royal interlocuteur et vous aurez en retour des conseils très avisés. There are only two people in the world, frankly, to whom a prime minister can say what he likes about his cabinet colleagues. One's the wife and the other's the queen. La reine n'a pas eu moins de 13 premiers ministres depuis qu'elle est montée sur le trône en 1952. Le premier a été cette grande figure emblématique, Sir Winston Churchill. La reine s'est bien entendue avec ses premiers ministres, jusqu'à l'élection d'Edward Heath en 1970. C'est le seul qui semble ne pas avoir su établir un rapport personnel intime avec la reine. Il est difficile de savoir pourquoi, mais bon, il n'avait de rapport personnel intime avec personne, vraiment. Certains prétendent qu'en fait, elle s'entend mieux avec les premiers ministres travaillistes que les conservateurs. Madame Thatcher est sur le pas de la porte. The Queen has asked me to form a new administration. Il y a de nombreux débats sur la question de savoir comment la reine s'entendait avec Margaret Thatcher. Mais elle l'a nommée membre de l'ordre de la Jarretière et membre de l'ordre du Mérite, deux des plus grands honneurs qu'elle puisse conférer en son nom. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11.5 wonderful years. John Major, bien entendu, est celui qui lui a retiré son yacht et qui n'a pas tenu sa promesse de l'aider après l'incendie de Windsor. Et par conséquent, elle a dû payer des taxes, ce qui a été plutôt désastreux pour la famille royale dans les années 90. Puis Tony Blair, qui a eu de toute évidence une relation avec la reine un peu plus compliquée qu'il ne le dit dans son autobiographie. Il n'a pas été invité au mariage du prince William et de la princesse Catherine. Gordon Brown semble avoir eu de bons rapports avec la reine, comme la plupart des premiers ministre travailliste. Quant à David Cameron, il s'entend très bien avec elle. Il est allé à l'école primaire avec le prince Édouard. I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal Democrats. Elle donne l'impression de conseiller le Premier ministre en charge. C'est son devoir constitutionnel. Ils ont tous rendu hommage à l'influence de la reine sur leur travail. L'intérêt de la reine pour la diplomatie est toujours bien réel. À 85 ans, elle a pris l'avion pour Dublin pour tenter de panser les blessures de 500 ans de conflit entre l'Irlande et l'Angleterre. Le programme qu'elle a mené en Irlande représente un exemple extraordinaire de diplomatie. Il comportait de gros risques et elle l'a approuvé personnellement. Elle est allée là-bas pour montrer que si la situation est encore sensible, l'histoire ne se met plus en travers de cette relation. Elle est devenue tout à fait normale. La reine a eu un succès extraordinaire en Irlande.
Le succès attendait encore le couple royal 5 mois plus tard à Canberra, pour sa 16e visite en Australie. La tournée triomphale de 11 jours comprenait l'ouverture par la reine du sommet du Commonwealth à Perth. Her Majesty Queen Elizabeth II, Head of the Commonwealth. La reine parle de cette famille de 54 nations comme du premier réseau, le premier web mondial. Une notion clé abordée lors de ce sommet concernait le changement des lois de succession, qui mettait fin à la règle de primogéniture masculine, pour que la future succession au trône soit déterminée par l'ordre de naissance. Cela pourrait avoir des conséquences pour William et Kate. Put simply, if the Duke and Duchess of Cambridge were to have a little girl, that girl would one day be our queen. Et peut-être que la reine a parlé avec son cœur quand elle a dit ce qu'elle pensait de l'égalité des femmes. The theme this year is women as agents of change. It reminds us of the potential in our societies that is yet to be fully unlocked. And it encourages us to find ways to allow girls and women to play their full part. Tout le monde a le plus grand respect pour la reine parce qu'après tout, depuis tout ce temps, elle n'a jamais fait que son devoir. Il est impossible aux hommes politiques d'ouvrir les portes comme le fait la reine, ni d'attirer les foules comme elle. La reine célèbre ses 60 ans de règne en 2012. Seule la reine Victoria a régné plus longtemps qu'elle, 64 ans. Voilà le nouveau challenge d'Elisabeth II. Il y a très peu de pays dans le monde, et même en Europe, qui peuvent présenter 1000 ans de politique continue. Je pense que le jubilé de diamant apportera à la reine un énorme élan d'amour et d'affection. Je doute qu'elle ait jamais fait un faux pas dans sa carrière et ça veut dire beaucoup. Il sera très difficile de lui succéder. Elle a été un exemple pour des générations entières dans notre pays. Je suis sûr qu'elle a adoré son existence. C'est un triomphe.